Des grèves dans l'audiovisuel, le secteur de l'audiovisuel comme dans le secteur public, mais aussi de revendications au niveau des universités. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse. Nous parlerons de ce mouvement de grève, ça et là, mais cette fois-ci aussi au niveau de la corporation. Nous parlerons aussi de ce qui s'est passé à l'UPN, le comité qui vient d'être suspendu. Que s'est-il exactement passé à l'Université pédagogique nationale? On va en revenir, on va en parler ici avec le confrère sur ce plateau. Madame, Messieurs, je reçois pour vous Patrick Lokala, qui n'est plus à présenter. Il est de l'alternance.cd. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir de Jésus, bonsoir à tout le monde qui nous suit à partir de leur maison. Merci beaucoup Patrick Lokala, mais aussi sur ce plateau, Diana Dikoupa, après une longue absence, elle revient parmi nous, il fait son retour sur ce plateau. Diana Dikoupa, bonsoir et bienvenue. Merveilleux. Merci, merci pour l'invitation. Très bien. Alors, comment allez-vous la santé 2019? Oui, 2009, ça va, ça commence sur le bon auspices. Lorsque, par exemple, venant des KCC, je vois ce qui est fait, je constate qu'à partir du mois de mai, le service national pourra inonder d'abord les villes environnantes, Mbujimaï, Lubumbashi, Kamina et même Kinshasa. Avec les maïs, je pense que l'année ne peut pas bien commencer que celle-là. Et ça, c'est un service qui a été fait sans préparation. Mais maintenant, on va préparer la saison 2019 avec tous les moyens possibles. On atteindra plusieurs milliers d'hectares et on pourra gagner la faim. Alors vous parlez du service national, initié d'ailleurs par M. Laurent Désiré Kabila, feu M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, on en parle encore, les récoltes, après pratiquement une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. C'est comme les travailleurs eux-mêmes que nous avons rencontrés sur place, qui ont repris de la vigueur au travail, de la motivation au travail, comment ils prennent en charge leur camp, surveiller le maïs. Très bien. Tous militaires, les hommes de paramilitaires. Très bien. Mais qu'est-ce qui justifie cette dynamique, cette nouvelle dynamique? Vous voyez, la léthargie, vous savez, après la mort d'Mzé, il y a eu la guerre. On ne pouvait plus rassembler les jeunes comme on les avait rassemblés. Parce qu'à l'époque de Mzé, on prenait les jeunes de 11 provinces, à tel point que chacun à la fin de sa formation, non seulement il apprenait comment faire son chant, comment mettre les engrais, tout ça, il y en a qui faisaient d'autres, mais il apprenait les 4 langues nationales. Quand il rentrerait, celui qui est venu par exemple de Mbujimaï, quand il va rentrer, il peut parler Kikongo, il peut parler Swahili, il peut parler Tchoulouba en plus. Donc c'était ce qu'il avait voulu brasser la jeunesse, parce qu'en fait l'avenir du pays, combattre les tribalismes et tout ça, c'est aussi ça, brasser au niveau de la jeunesse. Nous arrivons avec 1+4 lorsque on met fin à la guerre. J'étais à l'époque conseiller de patriarche Hérodia. Et je pense que Joseph Kabila, à ce moment, avait pensé qu'on peut verser le service national du côté de la vice-présidence à la reconstruction. Parce que c'était des bâtisseurs pour reconstruire, mais ils sont arrivés là-bas, il y avait problème. Il y avait même des ententes entre d'autres vice-présidents qui refusaient. Donc l'agriculture n'était plus une priorité de priorité. Oui, pour eux, c'était les gens qui travaillaient, parce que ce sont des paramilitaires, c'est une milice. On a même accusé à l'Union européenne que c'était une milice. Et ça a été difficile. Et bon, on y a quand même mis des gens qui, disons, là, ils ont travaillé, mais il y a eu beaucoup d'abus. Mais pour le moment, le chef de l'État est tombé sur un militaire, c'est vrai, mais quelqu'un qui s'y connaît à l'agriculture. Je viens de faire deux semaines et demie avec lui. J'ai vu comment lui-même sur le terrain, il manie les machines, il calcule les engrais, tout ça. Donc c'est quelqu'un de terrain. Qui est on en parle aujourd'hui. Merci beaucoup Diana. Je voudrais juste ajouter quelques éléments. Vous voyez, l'agriculture est pour moi la voie royale qui peut résoudre le problème du social. Parce qu'on ne peut pas penser développer un pays lorsqu'on fait encore recours à l'agriculture artisanale. Si aujourd'hui, grâce à ce service national ou c'est un militaire qui les chapeaute, je crois que les nouveaux présidents qui arrivent devraient y penser
comment mettre des moyens pour que ces services nationaux prennent encore plus de l'ampleur, et il n'y a que de cette façon qu'on va résoudre de manière, je le dirais, définitive le problème de la faim qui préoccupe le Congo, parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc je souhaite que l'on s'intéresse, parce qu'au Congo nous connaissons qu'à chaque moment qu'il y a de nouvelles initiatives, ou à chaque fois qu'on veut réanimer une initiative, ça n'aboutit pas jusqu'à la fin. Il va falloir accompagner ce processus de la motorisation de notre agriculture et chercher à résoudre le problème de manière définitive. Alors vous parlez de moyens, mettre de moyens, vous parlez de la motorisation, mais il y a aussi ce projet Bukanga Lonzo où on a mis beaucoup de moyens. Malheureusement, ce projet jusqu'à aujourd'hui paraît comme un éléphant blanc, n'a rien abouti. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister demain au même fait? On met beaucoup de moyens dans le secteur agricole et après, au bout de quelques temps, on n'en parlait plus. Oui, lorsque vous mettez un projet, n'importe lequel, que ce soit au niveau économique, Bukanga Lonzo par exemple, ou au niveau de l'agriculture, comme vous citez Bukanga Lonzo, il faut procéder à la mise en place de ce projet. Et après avoir effectué la mise en place, il faut maintenant chercher à accompagner ce qu'on appelle les suivis et la rigueur. Mais lorsque vous mettez seulement de moyens, vous mettez de moyens financiers, matériels, mais que vous choisissez de mauvaises personnes pour conduire le projet, je ne vois pas comment ce projet-là pourrait aboutir. Mais si vous faites d'abord un choix responsable des personnes qui comprennent la réalité du projet, qui comprennent la nécessité et l'impact que ce projet peut avoir dans la société, je crois qu'avec des patriotes, on peut mettre en place le projet, faire le suivi, et lorsqu'on fait le suivi dans la durée, je crois que le projet va être pérennisé et cela profitera à tous les Congolais. Donc nous déplorons aujourd'hui le fait que Bukanga Lonzo, tel qu'on nous l'a vanté, n'a pas résolu le problème. Avec comme près de nous aurions 240 millions de dollars investis. Mais c'est ça, un éléphant blanc. Aujourd'hui, il y a lieu de faire les comptes, c'est-à-dire poser la question de la manière dont on a géré les fonds, de la manière dont les individus qui ont eu la responsabilité de gérer Bukanga Lonzo l'ont fait, et établir les responsabilités là où il y a des failles, là où il y a eu des détournements, sanctionner et chercher à relancer Bukanga Lonzo. Je crois aujourd'hui que si nous avons les services nationaux, comme mon cher aîné confrère Diana l'a dit, et que nous avons de notre côté Bukanga Lonzo, nous aurons des projets qui concerneraient l'agriculture en RDC, et à un bout de temps, on va Congolais. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Dans ce pays, on a parlé de riz de Bumba, on en a mangé, le maïs du Kasaï, mais actuellement, cela contraste un peu. Nous importons même de l'huile des palmes, etc. Quel est l'impact du service national aujourd'hui au niveau national? Est-ce que ce service national peut nourrir la RDC? Oui. Possible. Le service national peut non seulement nourrir, mais aussi constituer des réserves stratégiques. Dans un pays, vous pourrez avoir la guerre qui vous prend 3 ans, 4 ans, et vous avez des réserves à nourriture à distribuer dans tout le pays. C'est ça aussi l'objectif du service national. Excusez-moi de dire un mot sur Bukanga Lonzo. C'est quand d'ailleurs on a vu le travail qui est à KCC avec peu de moyens. Je ne pense même pas qu'on a investi 1 million dans ce travail qui est là-bas. Je ne pense pas qu'on a investi 1 million, 2 millions de dollars. Donc c'est un travail minimum, mais qui dépasse 5 fois, 4 fois ce qui a été fait. Combien d'hectares de terre? Des centaines d'hectares, on va dire 800, 500 hectares. Avec moins d'1 million. Donc c'est le travail, l'expertise. Bukanga Lonzo, permettez-moi de le dire, je l'ai dit quand j'ai vu le travail à KCC, j'ai dit, si je vais dormir, je vais me souvenir, si j'avais dit un seul mot de louange sur Bukanga Lonzo, j'en ai honte. Donc, Bukanga Lonzo est une honte. Ce sera le scandale du siècle. On n'a pas beaucoup à dire. C'était sous Matata Pogno. Est-ce qu'aujourd'hui les responsabilités seront établies? Quid de Bukanga Lonzo? On ne parle plus des machines. On nous a placé d'ailleurs au coin de chaque rue, chaque avenue de dépôt de Bukanga Lonzo. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'en a même pas vu un sac de maïs. C'est-à-dire que le pays, le chef de l'État a fait beaucoup compter sur Bukanga Lonzo. Et le pays, le gouvernement a tout investi pour cela. La gestion a été catastrophique, les contrats signés ont été catastrophiques. Il y a eu
on a trompé l'État. Très bien. À tel point qu'aujourd'hui... Par les individus, par les Congolais. Par les individus congolais. On a trompé l'État à tel point qu'aujourd'hui... Tomatata Pogno devrait être poursuivi par la justice. Eh bien, là, c'est pas mon problème. Moi, je constate que Bokangalonzo a été un scandale. Donc, il faudra qu'on sache pourquoi on a beaucoup compté sur ces services. C'est qu'aujourd'hui, l'État a payé à parce que c'est un public privé. L'État devrait mettre l'argent à un privé, qui est un Sud-Africain. Bon, si aujourd'hui on apprend qu'il n'y a rien de l'État là-bas, et on se pose la question, les millions qui ont été investis, c'était en quoi? Très bien. Puisque le matériel qui est on va terminer par là. N'appartient même pas à l'État. On a l'impression que le gouvernement congolais ne s'implique pas tellement dans l'agriculture. Hein. Peut-être qu'il y a des initiatives, je pourrais citer la foire agricole, une initiative d'ailleurs de Magloire Kabemba, qui était juste un ministre provincial de l'agriculture, mais qui s'est étendu au niveau national. Mais les efforts du gouvernement, on n'en a pas l'impression. Est-ce que cela pourrait être aussi une priorité pour ce nouveau régime? Ça doit être une priorité, et que ce que vous dites, s'il y a eu quelques initiatives qui ciblaient le secteur agricole, ces initiatives n'étaient que des initiatives d'éclat. C'est-à-dire faire bonne impression qu'on voudrait mettre en place une politique d'agriculture pour résoudre le problème de la faim des Congolais. Mais dans le fond, il n'y avait rien. Ce que j'appelle l'agriculture protocolaire. Oui, on a beaucoup fait du protocole. Je voudrais ajouter un élément dans ce que mon confrère a dit de constituer de réserve. C'est-à-dire que lorsque vous avez une politique d'agriculture, vous pouvez produire. C'est-à-dire le souci, c'est de nourrir tout le Congo. Et lorsque vous voulez nourrir tout le Congo, vous allez produire en quantité, et qu'il faudrait penser maintenant par rapport aux voies de communication, les voies de communication qui peuvent permettre l'évacuation des desserts agricoles. Et après cela, vous constituez des réserves, c'est-à-dire que vous dites, d'ici 10 ans, même si nous ne produisons pas, même si nous ne travaillons pas, nous serons à mesure de nourrir tout le Congolais. Et lorsqu'il y a des surplus, c'est à ce moment-là que vous pouvez penser à l'exportation de produits agricoles. Donc, au regard des potentialités des terres arables que le Congo regorge, le Congo est à mesure de mettre en place une politique qui concernerait les secteurs agricoles, et c'est cela où nous profitons de cette occasion pour interpeller le nouveau dirigeant qui vont certainement conduire les affaires publiques en RDC, de penser à mettre en place une politique qui concerne l'agriculture dans notre pays pour résoudre non seulement le problème du Congo, mais aussi le problème de l'Afrique. Parce que résoudre le problème du Congo sans penser au problème de l'Afrique, cela va créer une sorte de déconnexion entre le Congo, qui est un levier du développement de l'Afrique, et l'Afrique. Donc, penser à côté de cela, on parle aujourd'hui de la résurrection. On parle de la résurrection du service national, mais aussi, il faudrait penser aussi à Kwilungongo, la sucrière, qui aujourd'hui, on le sait, bat de l'aile. Hein? Oh oui, c'est une compagnie privée, c'est pas une compagnie publique. C'est-à-dire quoi? Pour éviter d'importer le sucre, il pourrait se faire que l'État donne le moyen, encourage, parce que la plupart des produits étrangers qui nous envahissent, ce sont des produits subventionnés. Les fermiers américains sont subventionnés, comme ça. Et quand il y a une production locale, c'est là qu'ils nous vendent ici, c'est pour qu'ils puissent nous vendre ici à moins cher. Très bien. Pour qu'ils soient concurrentiels sur le marché, et ils sont subventionnés par leur gouvernement. Donc, des compagnies comme la sucrière de Kwilungongo, d'autres compagnies, d'autres privés qui sont dans l'agriculture, ce sont des secteurs à booster. D'être soutenus, à booster. Voilà, madame, messieurs, on parlait agriculture avec Diana Dikoupa et Patrick Lokala. Rapidement, nous allons parler de ces grèves. On commence par les médias. Télé 50, 14 mois impayés. Les agents ont revendiqué lundi dernier. Mais aujourd'hui, ce matin même, on a parlé d'une grève. Il y avait grogne au niveau de la télévision RTVS 1, où les agents réclament l'impaiement de plusieurs mois. Sur ce plateau, Patrick Lokala, vous avez la parole. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des revendications dans plusieurs entreprises, tant privées que publiques, mais cette fois-ci, la presse?
Oui, mais en ce moment précis. écoutez d'abord, ceci explique que depuis l'arrivée de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, il se souffle un semblant de nouveau vent qui toutes les entreprises, tant publiques que privées, en profitent pour chercher à revendiquer leurs droits. Et c'est dans cet ordre que vous avez vu non seulement dans les secteurs. Je vais commencer par les collaborateurs de la RTNC qui revendiquaient qu'ils ont passé beaucoup de temps à la RTNC sans être mécanisés. C'est comme ça que vous avez vu chez Télé 50, tout comme chez RTVS1, il y a les journalistes estiment que comme il y a un nouveau vent, le vent qui milite pour le respect de droits de Congolais, il faut profiter, saisir cette opportunité pour faire entendre leur voix. Mais il y a lieu aujourd'hui de parler de médias. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. De la radio, les conditions de ceux qui travaillent dans le média. Je vais d'abord faire une réflexion. Si vous mettez deux journalistes, des gens qui manipulent, qui traitent les informations dans de mauvaises conditions de vie, cela aura un impact par rapport au traitement de l'information et à la qualité de l'information qui sera mise à la disposition du public. Mais que il faut dire ici en RDC que nous sommes dans un pays en voie de développement. Et dans le pays en voie de développement, très souvent, ça c'est une analyse scientifique, les médias sont pauvres. Mais cela n'exclut pas, en dehors de cette pauvreté qui est générale par rapport à la situation économique, il faut dire ici que ces médias fonctionnent quand même avec un certain nombre de moyens. Il y a pour les médias publics, les subventions de l'État, et pour les médias privés, les annonces publicitaires. Mais c'est là le problème, parce que c'est au niveau de la gestion de ce média. On ne peut pas comprendre qu'en dehors, lorsque nous voyons, il y a des maisons de télécommunications qui font de la publicité, il y a des maisons, des entreprises qui font de la publicité, il y a des banques qui font de la publicité dans les entreprises médiatiques. Mais comment expliquer que ces annonceurs donnent des moyens aux patrons, aux entreprises de presse, mais que ce dernières ne sont pas à mesure de payer leurs journalistes? Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau qui établit finalement les prix des publicités? Est-ce qu'il n'existe pas une loi sur la publicité en République démocratique du Congo? Ça existe parce que la plupart des télévisions étant privées, surtout privées, commerciales, disent que les annonceurs ne payent plus la publicité comme il se devait, qui prend 300 $ à la place de 3000 $. C'est ce qui pose problème justement aujourd'hui. La question que je me pose, parce que là on se cherche une explication pour justifier les non-paiements de salaire. Est-ce que même si ces entreprises ne paient plus comme elles payaient avant, est-ce que le peu que ces annonceurs donnent aux entreprises de presse, ces entreprises de presse ne sont-elles pas à mesure d'honorer leurs journalistes? Parce que ici, on ne peut pas parler des médias, on ne peut pas parler d'un journal, d'une télévision, d'une radio, d'un site d'information en ligne s'il n'y a pas de journalistes. Alors comment expliquer que vous gagnez quand même quelque chose, que vous n'êtes pas à mesure, vous faites 1 mois, 2 mois, 11 mois, 26 mois sans donner le moindre paiement à un journaliste? Celui-là a des enfants. Les journalistes, c'est des coupages, c'est ce qu'on dit. Non, mais les coupages, c'est pas quelque chose à encourager. Ce sont des effets négatifs de la pauvreté des journalistes. Lorsque vous donnez, vous percevez le coupage, c'est-à-dire que vous conditionnez les comportements que vous devez avoir par rapport au traitement de l'information. L'information sera influencée par ce que vous avez reçu, parce que vous vous dites, si aujourd'hui je ne mets pas dans les bonnes conditions ma source d'information, qui du reste est devenue ma financière, la prochaine fois je vais manquer de quoi manger. Alors Patrick Tokala, et c'est là où nous décourageons. J'interpelle ici ceux qui dirigent. Vous trouverez d'un côté, il y a Adolphe Mouzito qui est le patron de RTVS1, il est cadre de la Mouka, et de l'autre côté, Jean-Marie Kassamba qui est proche du FCC. Donc nous nous trouvons là dans un cas de deux personnes qui du reste, lorsqu'on les regarde, sont des donneurs de leçons, mais eux-mêmes ne sont pas des bons maîtres par rapport aux leçons qu'ils donnent. Alors on va en parler, on en parlera, mais le problème aujourd'hui ne serait pas parce que ces chaînes de télévision appartiennent
aux dignitaires. On l'a vu, vous avez cité ici Adolphe Muzito, qui était un ancien Premier ministre. Lorsqu'il n'a plus de moyens, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, on assiste à des impaiements. Et je prends l'exemple de Télé 50. Télé 50, qui est une télévision du régime Kabila, élue par Jean-Marie Kassamba. C'est une télévision des propagandes. Lorsque Kabila n'est pas aux affaires, on a les mouvements des grèves. Cela pourrait être pareil à Kin 24. Une fois que Kimbuta ne sera plus gouverneur, on assistera à des grèves. On a connu des chaînes de télévision qui appartenaient à des dignitaires aujourd'hui et qui n'arrivent plus à payer les agents par le simple fait qu'ils ne sont plus aux affaires. Est-ce que le problème aussi ne découlerait pas de ça, du fait que les télévisions appartiennent à des politiques? Non, le problème n'est pas au niveau que les télévisions appartiennent à des personnalités publiques. Vous trouverez, vous allez aux États-Unis, vous trouverez des gens qui ont des télés, vous partez en Afrique, vous trouvez des gens qui ont des télés, mais le problème c'est au niveau de la gestion des ressources financières mises à la disposition de ces télévisions. C'est cela le problème. Lorsque vous gérez mal, que Kabila soit là ou pas, il y aura de grèves. Et vous ne direz pas aujourd'hui, Kabila n'a pas fait des mois après qu'il ait quitté son pouvoir. Vous remarquez, je ne voudrais pas ici m'intéresser à la vie privée de Jean-Marie Kassamba, mais le patron de télévision, je suis en face d'un patron des médias, sont des gens qui vivent bien. Ils roulent le carrosse de plus de 80 000 $. Ils ont des maisons, des villas. Mais d'où est-ce qu'ils gagnent cet argent? C'est-à-dire qu'ils gagnent cet argent à partir de leur chaîne de télévision. Et comment vous gagnez beaucoup d'argent? Vous payez des maisons, des véhicules, mais vous n'êtes pas en mesure de payer les journalistes qui font les travaux pour lesquels alors, à ce niveau, est-ce qu'on doit tout simplement nous dire, nous en tant que journalistes, on doit tout simplement nous dire c'est un problème qui concerne une entreprise personnelle, ou cela doit nous amener à réfléchir sur les textes qui nous régissent et les modalités des paiements justement des journalistes? Comment ça se fait sur le plan légal? Oui, vous savez que c'est un problème très très sérieux. On doit en parler avec beaucoup de sérieux aussi. Je dis ceci. Il y a un moment, on disait que les journalistes s'ils apprennent, il y a 2 mois, à Marsavoko, ou telle entreprise privée, on n'a pas payé les journalistes sont là ils en parlent. Mais ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Peut-être pour respecter la déontologie qui dit que on n'utilise pas son micro ou sa plume pour se rendre justice. Très bien. Bon, comme il n'y a pas d'autres personnes pour parler de journalistes, que maintenant des mouvements de grève éclatent dans la presse audiovisuelle, maintenant, peut-être va atteindre le secteur de la presse écrite aussi, mais il y a une situation, une vraie situation. Je vais donner un exemple concret. J'étais au groupe L'Avenir. Le problème des salaires, c'est un problème essentiel. Finalement, comment on avait réussi? Le patron se dit, écoutez, moi, je ne peux payer qu'avec ce que vous produisez. Je ne peux payer qu'avec ce que vous produisez. Alors, je vais vous faire des assignations. Moi, j'étais responsable de la presse écrite. On me dit, presse écrite, vous avez 10 000 $ que vous devez réaliser de recettes pour me permettre de pouvoir vous payer, d'acheter les intrants et d'entretenir tout le monde. La radio qui recevait moins de publicité, je crois, était à 6 000. La télévision recevait énormément d'argent. Mais il y a eu un moment, vous en avez parlé, le problème de publicité. Très bien. À l'époque où il y avait cette manne-là, la RTGA était une des chaînes qui fixait elle-même le prix de la publicité. Mais pour le moment, après il y a eu le braliment qui est parti parce que c'est fixe. Les gens ont commencé. Le problème c'est aussi à ce niveau. Il y a de l'anarchie au niveau des entreprises, des annonceurs qui se fixent eux-mêmes aujourd'hui des prix. À prendre ou à laisser. Bras Congo par exemple. Voilà. Avec la floraison des théâtres, des télévisions qu'il y a, sur ce point-là, les annonceurs se trouvent en position de monopole pratiquement et de puissance imposent ce qu'on peut payer comme publicité. Bon, là, c'est vraiment un des points qui a fait que beaucoup de recettes de publicité dans beaucoup de chaînes ont baissé sensiblement jusqu'à créer des situations que nous... Mais est-ce que cela doit être une excuse pour ne pas payer les journalistes? Je ne parle pas, je ne dis pas que c'est une excuse. Je suis en train de préparer la... Il n'y a pas d'excuse possible. Très bien.
Par exemple, Télé 50, le cas de Télé 50, des agents, 14 mois d'impayement. Est-ce que Télé 50 est en rupture avec ses annonceurs? Est-ce que Télé 50 est incapable justement de payer les agents, pourtant une chaîne réputée du régime? Écoutez, lorsque vous regardez très bien Télé 50, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas longtemps que Télé 50 a commencé à diffuser les publicités. C'est-à-dire à faire comme tout le monde, à prendre ou à laisser. Mais au début, il n'y avait pas de publicité, n'importe quelle publicité sur Télé 50. Bon, mais la situation économique étant ce qu'elle est aujourd'hui, ben, on se rabat même sur cela. J'ai toujours dit, nous sommes sur une télévision, que la télévision coûte très cher. Très bien. Alors, produire la télévision, acheter le matériel, entretenir tout ce monde, entretenir ce matériel, le courant presque en permanence, donc ça coûte très cher. C'est une situation ordinaire. Pourquoi quelqu'un vous voulez faire comprendre c'est une situation ordinaire que le journaliste... Non, pas ordinaire, très grave. Une situation très grave, je dis. Qui touche toutes les télévisions, tous les médias. Toutes, même celles qui résistent, qui payent encore. Vous allez il y en a. Partout ailleurs, on vous citer 3 mois, 14 mois, 5 mois. Mais il y en a qui, depuis leur création, n'ont jamais payé le personnel. Les gens ne disent rien. L'essentiel est qu'il passe à la télévision, il peut avoir un peu de coupage, et ainsi de suite, vivre sur ça. Très bien. Plutôt, quand vous dites, je connais quelqu'un dans une radio très spéciale, osez, dites, mais comment j'ai pu faire 6 mois? On l'a mis dehors. On l'a mis dehors. Alors, Félix Tshisekedi, lors de son discours, lors de son discours d'investiture, il a fait allusion à la presse, justement. Il dit vouloir revaloriser le métier, le travail du journaliste en ayant une bonne rémunération. Comment cela peut se passer, d'après vous, Patrick Lokala? Cela peut se passer. D'abord, il faut un projet de loi sur la publicité, les annonces publicitaires au niveau. Il faut. C'est ça qui a le droit, le pouvoir. Je considère qu'elle est obsolète. Et pour moi, cette loi-là n'existe plus. Comme nous voulons mettre en place un état de droit, il faudrait un véritable projet de loi sur les annonces publicitaires. Et je crois qu'au niveau du budget de l'État, il y aurait, je parle ici une subvention que n'a jamais été l'État congolais devrait allouer à la presse. C'est parce qu'on sait que l'indépendance du journaliste dépend de sa capacité à résoudre le problème d'ordre social auquel il est confronté tous les jours. Mais il y a aussi le problème de contrat. La plupart des journalistes n'ont pas de contrat dans leurs chaînes respectives. C'est ça. Revoir aussi les lois qui régissent notre métier. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui, vous faites allusion au contrat, lorsque vous visitez, vous faites une enquête par rapport au contrat des journalistes dans les entreprises. Il n'existe pas de contrat de travail. Il n'y a que de contrats verbaux. Tu viens, tu travailles, le jour où le patron n'a pas de bonne humeur et il vous chasse. Et je voudrais compléter un élément par rapport à ce que mon aîné et cher confrère Diane a dit. Vous voyez, le journaliste n'est pas un chasseur d'argent. Le journaliste, c'est son travail. Il n'est pas un commerçant. Il vient, il cherche l'information, il traite et il met à la disposition du public. Ce qui revient au service administratif, c'est de chercher les voies et moyens pour trouver les moyens financiers à payer le journaliste pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour produire la quantité d'informations, la qualité de l'information qui va attirer. Il ne pas aux journalistes, elle allait chercher le moyen. Attirer les annonceurs. Très bien. Et j'interpelle aussi les responsables des médias. Ils doivent penser comment résoudre ce problème qui existe aujourd'hui entre les entreprises de presse et les maisons qui viennent annoncer de la publicité dans leurs entreprises. Parce que si ceux-là qui viennent annoncer font la loi, ça n'existe pas comme ça à travers le monde. Merci. 1 minute 30 secondes à la télé vaut des milliers de dollars. Merci beaucoup. 1 heure de temps avec merci beaucoup Patrick Lokala. Merci beaucoup Patrick Lokala. On va revenir sur ce sujet. Diane, tu auras la parole. Rapidement, je vais lire les journaux parus ce mercredi. L'objectif titre: à la place du meeting de Sainte-Thérèse, l'UDPS commémore son 37e anniversaire à sa permanence. Lambert Matoukou invente le BOA s'agissant du dossier réclamation des 686 ex-agents Marsavco, s'est exclamé le journal, mais le même journal qui revient sur ce titre: la République démocratique du Congo
pourrait se mettre à l'ère de l'électronique. La rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et Gabriel Chabani est assez prometteuse. Donc la voiture électrique, nous l'espérons, sera finalement effective en République démocratique du Congo. Le vrai modérateur qui titre « Réforme de l'appareil sécuritaire du pays », François Béat sur le point de boucler sa monture. RDC, Lamouka Boutembo, l'UDPS à Kinshasa, s'est exclamé « Enfin, la prospérité ». On va revenir, Diana Dikoupa, on continue avec cette séance de grève et mouvement des grèves. Hier, c'était à l'UPN, Université pédagogique nationale, où les étudiants ont revendiqué par rapport au paiement des frais académiques. Les étudiants d'ailleurs qui exigent que le paiement soit au taux de 96, tel que leurs parents sont payés par l'État congolais. Et de l'autre côté, le ministre qui a accepté que les étudiants finalement payent à 96 le taux. Mais il se pose un problème. Comment est-ce que l'université va payer les administratifs, etc. Hier, il s'agissait de ce mouvement-là à l'UPN. Steve Mbika qui est descendu, il a pratiquement suspendu le comité dirigeant de l'UPN. Oui, mais une seconde pour dire que pour avoir été journaliste employé, avant d'être patron juge, je sais ce que c'est. Chez nous, la publicité commerciale n'existe pas. La publicité existe aujourd'hui, c'est la publicité politique. Très bien. Vous êtes journaliste, on vous appelle à un point de presse, après point de presse, on dit, allez, on donne, vous allez nous faire une page, et ainsi de suite. Mais si le journaliste met l'argent en poche, lui, il paye son loyer, il fait tout ça, mais le journal, la chaîne n'aura rien. Notre publicité est plus politique. C'est juste c'est ce qu'on appelle le coupage. Mais il y a le coupage. Mais vous savez, j'aimerais dire ceci, que j'avais ce problème-là au groupe L'Avenir. J'ai dit, mais moi, quand l'éditeur me dit, mais vous ne suivez pas les journalistes, l'argent va dans le poche. J'ai dit, moi, je suis un journaliste qui a vendu une page quelque part. Et nous en avions attrapé un qui a vendu une page à l'École nationale de finances. Très bien. Il facture, il fabrique sa facture. Celui-là, on peut me le mettre en prison. Très bien. Mais quelqu'un qui a fait un article, qui a plu à quelqu'un qui dit, viens, même si je lui donne 10 000, moi je vais le suivre comment? Sur base de quoi je vais calculer? C'est compliqué. Mais nous devons aussi savoir que les journalistes, dans la façon de faire, d'augmenter l'audimat de sa chaîne, de son journal, il peut attirer aussi les publicités. Parlons de ce qui s'est passé à l'UPN avant de prendre le dernier thème. Il y a eu un mouvement de grève hier à l'UPN. Steve Mbika a suspendu le comité dirigeant. Oui, je voulais en arriver là. J'ai dit ceci. Écoutez, cet argent-là qu'on paye, il s'agit de quel argent? Des minervales, de contributions des parents, tout ça. Ce qu'il faut d'abord à l'université, c'est cela. Ce n'est pas normal que l'argent que les étudiants payent, qu'il y ait des caméras, des professeurs là-dessus. Les professeurs, eux, ils n'ont pas le contrat avec les parents. Les professeurs ont le contrat avec l'État congolais. Curieusement, on constate ici, il y a des professeurs qui font des problèmes, qui arrêtent parce que la contribution des étudiants... Non, vous avez signé un contrat avec l'État, il vous a dit, tel professeur de tel grade, à la fin du mois, vous avez tel... Mais contentez-vous de votre salaire. Que l'État qui vous paye ait diminué, fixé un taux de minerval, mais vous, votre salaire ne devrait pas... Mais ici, pourquoi? Parce que l'argent que les étudiants payent, les professeurs se retrouvent quelque part, se le partagent, et parfois même l'université ne reçoit pas grand-chose. Et l'État congolais ne reçoit... Nous sommes dans un seul pays où on perçoit de l'argent à l'issue de l'État. L'argent va dans des poches des individus, et ces mêmes individus sont payés par l'État. C'est un vrai problème à l'université. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit résoudre ces problèmes. Qui est le patron des professeurs d'université? Très bien. Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont des élèves? Est-ce que c'est l'État congolais? Est-ce que c'est l'État congolais? Ils n'ont... Les professeurs doivent revenir par rapport à leur... Mais quand les professeurs vont en grève parce que le taux de minerval a baissé... Mais vous n'avez rien à voir avec les taux qui baissent, les taux qu'on paye à tel taux, vous exigez votre salaire. Très bien. Alors, on risque d'avoir le même problème dans toutes les universités et instituts supérieurs, Patrick Lokala.
Oui, mais écoutez, vous voyez, la grogne sociale est en train de s'étendre pratiquement dans tout le secteur de la vie publique de notre pays. C'est pourquoi il faut chercher à anticiper, parce que nous sortons en quelque sorte d'un système assez défaillant par rapport à la prise en compte des conditions de vie tant de fonctionnaires de l'État, mais aussi des enseignants tant de l'université des humanités. Il faudrait maintenant penser comment évaluer ces problèmes. Il faudrait mettre en place une commission, un comité qui va chercher à comprendre tout ce problème et proposer des solutions au président de la République et trouver comment on peut chercher à déjouer cette grogne sociale. Parce que si aujourd'hui, au niveau du secteur de l'enseignement, il y a des mouvements de grève, au niveau des hôpitaux, il y a des mouvements de grève, au niveau de la fonction publique, il y a des grèves, l'État risque de s'arrêter. Il faudrait faire comprendre à nos fonctionnaires de l'État, aux enseignants, aux médecins, qu'il y a un nouveau vent qui arrive et qu'il va falloir donner du temps au régime qui arrive en cherchant à lui faire parvenir, en dépit des informations que ce régime nouveau peut avoir, lui faire parvenir des informations qui lui permettront de poser les problèmes et de chercher les vraies solutions. Mais il ne paraît pas bon aujourd'hui de soulever des grèves partout parce qu'on va mettre en difficulté, vouloir chercher des solutions immédiatement par rapport aux promesses qui nous ont été faites par le régime en place. On va mettre ces régimes en difficulté et il n'aura pas le temps de chercher à résoudre véritablement le problème. Mais au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, il faut dire ici qu'il y a d'abord la mégestion. Il y a des primes que l'université devrait en principe payer aux enseignants, aux fonctionnaires de l'université. Certains comités de gestion s'illustrent dans l'anarchie, dans la gabegie, dans les détournements de ces fonds. Alors d'où leur suspension, c'est comme ça que vous voyez, il y a des revendications. D'où il va falloir mener une enquête pour nettoyer ce secteur. Quand il sera nettoyé, on sera à mesure de, ne serait-ce qu'atténuer la gravité des faits au niveau des revendications. Mais on l'a vu à l'IEC. À l'IEC, le comité a été suspendu, puis réhabilité, en dépit des efforts du ministre Bikaï. Oui, mais il y a eu des ramifications, des tirets, des ficelles politiques. Le dossier a été beaucoup plus politisé qu'être un dossier administratif. On risque de vivre le même cas à l'UPN, hein? Bon, écoutez, lorsque la mesure, quand on suspend, c'est une sorte de mesure conservatoire. Ce n'est pas une revendication. Si, après avoir suspendu quelqu'un, vous vérifiez que les faits qui lui sont allégués sont faux, je ne vois pas comment on peut refuser de réhabiliter cet homme-là qui a été suspendu. Mais ici, il faut dire avec fermeté qu'il y a beaucoup de détournements, beaucoup d'anarchie, parce que ces recteurs d'université, ce comité d'université se croit en roi télé et ils se permettent de détourner la prime des enseignants, et c'est ce qui fait aujourd'hui que notre enseignement est en train de perdre de la valeur. 9 mois, et vous allez voir, partout ailleurs, si on fait une enquête, il y aura 10 mois, il y aura 15 mois, et cela risque de bloquer le système éducatif, et cela causerait du retard par rapport à l'exécution du calendrier académique. Et lorsque vous ne respectez pas les calendriers, cela aura de l'impact sur la qualité de l'enseignement, parce que lorsque vous avez 100 jours pour enseigner, et que vous avez... Merci bien, Patrick Lokala. Merci beaucoup, madame, messieurs. On va prendre le dernier virage de ce magazine. On parle quand même de l'élection de gouverneur dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs candidats en lice, Magloire Kabemba, Deoka Songo, mais aussi Jantini Ingobila, l'actuel gouverneur de Maïndombe. On nous parle aussi du tandem Jekoko Mulumba et Laurent Batumona. Ils sont nombreux, avec une dame d'ailleurs, qui Mbouta ne se représente pas. Diana Dikoupa, vous avez la parole. La ville de Kinshasa aujourd'hui, on parle des élections, mais ce qui saute aux yeux, c'est que il y a des Congolais qui décrient une corruption à ciel ouvert. Les députés provinciaux, rappelons-les que ces élections sont à suffrage indirect, les députés provinciaux qui doivent élire le gouverneur, mais déjà on parle de 25 000, 30 000 $ qui circulent dans la tête de chaque député. Est-ce que vous êtes au courant de ces faits? Écoutez, d'abord, je ne voudrais pas dire que j'encourage le système, mais je suis étonné que les gens pensent que c'est un nouveau problème. Les gens créent... C'est une corruption. Mais on doit s'étonner de la corruption. Je veux dire. Moi, ce qui m'étonne surtout, qu'il y ait quelqu'un qui passe dans les médias pour dire que
je ne veux pas qu'un tel soit gouverneur. Finalement, nous sommes dans quel état? Où nous sommes dans une démocratie. C'est qui est arrivé par exemple à Lusambo, où il y a mort. Donc parce qu'un groupe de gens estiment que nous ne voulons pas que tel présente tel. On ne veut pas de Lambert Mende. Mais de quel droit? Il n'y a que l'électeur qui va aller dans l'urne dire que je ne vote pas pour un tel, pour un tel. Si vous voulez tel, oui, mais l'action de celui-là va avoir des répercussions. Mais non, ce n'est pas en faisant tuer les gens. Très bien. Ceux qui veulent que les députés provinciaux votent pour eux, ils font quoi? Ils les abordent. Alors très bien. Même s'ils payent de l'argent, mais ils les abordent. Mais vous mettez les gens dans la rue, pratique? Vous dites, je n'encourage pas la pratique, je dis ceci, je dénonce que quelqu'un dise je ne veux pas qu'un tel soit candidat. Très bien. Ça, nous sommes dans quel pays? J'ai suivi aussi quelqu'un qui dit aux députés, d'abord, personne ne vous dira pendant les élections, pour qu'on élise les députés provinciaux et les députés. Qu'est-ce qu'on appelle la campagne chez nous? Il faut donner quelque chose. Quelque part, il a donné 10 000, 10 000, 10 000. Il y a quelque part, il a donné un sac de riz. Il y a quelque part, les mamans qui vendent le pain leur achetaient des bassins et tout ça. Alors, qu'est-ce qui change lorsqu'on arrive au niveau des électeurs qui sont moins nombreux et qu'on donne 50 000 $, 30 000 $. Aujourd'hui, les critères, Diana, s'il vous plaît, aujourd'hui, on n'a pas besoin des critères de moralité, par exemple, on n'a pas besoin des critères de compétences, on a simplement besoin que quelqu'un ait le moyen. Celui qui a le moyen peut facilement être gouverneur de la ville de Kinshasa, par exemple, ou du Sankourou, etc. Ça a toujours été le cas. Je le disais, je crois, la fois passée, que vous prenez la province comme celle du Bas-Congo, avec, à l'époque, je crois, 24 ou 30 députés. Celui qui a l'argent peut tous le mettre dans sa jeep. Il les amène quelque part, on va le dire, il les enferme jusqu'au jour des élections. Il les fait manger, il les fait gaver la main. C'est ça. Donc nous devons réfléchir à notre système électoral. Alors, quels sont les critères, au-delà de pratiques que nous dénonçons ici, l'argent, etc., quels sont les critères pour avoir un bon gouverneur? Le profil d'un bon gouverneur, par exemple, de la ville miroir de Kinshasa? Ben, la ville de Kinshasa, je ne sais pas. De tous les candidats, on a Gentini Ngobila, on a Magloire Matungu, on a etc. Le critère. Magloire Kabemba. Si je me faisais rêveur, je rêverais d'un homme de terrain. Je l'ai toujours dit. Pas seulement les gouverneurs, tous les gouverneurs doivent être des animateurs. Pas des administratifs. Très bien. Des gens qui sont dans leur bureau pour attendre. Oh, on nous a dit ceci. Le gouverneur qui vient de sortir. Kimbuta. Oh, la crise tout le temps. Oh, le frère Kimbuta. Les gens passent à la télévision. Les gens passent à la télévision pour démentir. Mais sur le terrain, il y a des préfets qui continuent à prendre le frère Kimbuta. Mais puisque le gouverneur n'est pas animateur, n'est pas sur le terrain lui-même, qu'est-ce qui empêcherait un jour, vous apprenez que le gouverneur est à Kimbansek, il a tenu une réunion avec les gens de Kimbansek, quels sont vos problèmes ici à Kimbansek? On en discute, faisons un plan d'action pour résoudre ces problèmes. Cette proximité, voilà, on fixe à telle date, la date d'évaluation, je serai là pour voir qui a fait quoi et où est-ce que nous allons, quelle sera la prochaine. Qui incarne de tous les 14 candidats, qui incarne ce que vous appelez être un animateur, etc. Je parle de Magloire Kabemba par exemple. Bon. Gentini Ngobila. Je penserais plutôt à Gentini Ngobila qui est plus un homme de terrain qui peut. Mais il porte le bilan de Yumbi. Et on lui reproche de porter le bilan de Yumbi. Les gens ne connaissent pas l'affaire de Yumbi. Moi, j'ai été. Ils ne maîtrisent pas les dossiers Yumbi. Moi, j'ai été à Yumbi depuis la Deuxième République plusieurs fois avec le ministre de l'Intérieur pour aller résoudre ces conflits. On y a été avec Tofil Bemba et il n'y a pas longtemps avant ce conflit. On n'en a pas. Général Kaloum. Mais avant lui, on n'a jamais parlé de guerre ethnique entre. Et pourtant, ça a toujours existé. Oui, mais c'est sous sa gouvernance que. Non, c'est parce que. Très bien. C'est parce qu'il y a eu un événement près des élections et qu'il y a eu cette suspension. Et pendant les élections, vous savez que les tensions sont exacerbées plus qu'on en parle. Mais moi, je connais entre les Banounous et les Batende, c'est comme entre les Hutus et les Tutsis. Très bien. Ce sont presque les mêmes raisons. Les Batende qui sont les agriculteurs et les autres qui sont pratiquement les pêcheurs sont presque de l'eau. Ils ont de l'argent plus facilement.
pêche, il a l'argent, mais l'autre doit attendre, et ils sont considérés comme les hommes les plus pauvres, et il y a folie de grandeur, et il y a complexe d'infériorité. Et ils ont attendu que Gentini soit gouverneur pour finalement attiser. Je viens de vous dire que pendant que le ministre Patrick Lokala a été à Yombé résoudre cette crise-là. Patrick Lokala, on parle de profil des gouverneurs aujourd'hui. Certains parleraient de ceux qui sont des candidatures fantaisistes, des candidatures sérieuses. Est-ce que des candidatures sérieuses, il y en a aussi? Voilà les contre-profils d'un gouverneur, de quelqu'un qui prétend vouloir gouverner la ville-province de Kinshasa. Je parle de Gentini Ngobila. Cet homme, je vais vous le démontrer. Il a dirigé les Dering Club Motema Pembe. Les Dering n'a jamais progressé à son époque. Il est allé gouverner une de nos provinces, vous parlez du Kayumbi, il n'avait jamais réussi à contrôler cette province. D'ailleurs, les tristes événements de Yumbi ont occasionné les reports des élections dans cette partie du pays. Et c'est à cause de Gentini Ngobila. Je ne vois pas comment un homme qui a échoué à gérer une équipe de football, un homme qui a échoué à gérer une province, peut prétendre gérer une autre. Voilà, je ne trouve pas un profil assez honorable pour les Kinois, parce que ici, prendre Gentini Ngobila, ça sera comme reconduire André Kimbuta Yango. Ce sont les deux profils qui sont pour moi bonnet blanc et blanc bonnet. Alors il s'est dit que le gouverneur doit être nécessairement issu du Bandundu. Par contre, pour moi, le gouverneur de la ville de Kinshasa doit être un homme qui a d'abord une valeur intellectuelle sûre, un homme qui a de l'expérience. Et à mon humble avis, j'estime que ici, Magloire Kabemba incarne ce profil, parce que c'est d'abord un élu de la ville de province de Kinshasa. C'est quelqu'un qui est né à Kasavubu. Il connaît la souffrance du peuple quinois, pour y avoir passé beaucoup de temps avec les Quinois, pour avoir participé par moments à la rescousse de certaines difficultés auxquelles les habitants de Kasavubu étaient confrontés. Je crois aujourd'hui que voir les soucis qu'il a par rapport à la province de Kasavubu, si ces soucis, il y parvient à les transposer au niveau de la ville des provinces de Kinshasa, il sera l'homme qui viendrait corriger les erreurs de Kimbuta. Et ici, on dit de lui qu'il est le candidat de la continuité de Kimbuta. Ici, corriger les erreurs de Kimbuta, c'est lutter contre les poubelles, c'est chercher à désengorger les caniveaux, chercher à trouver des solutions par rapport aux problèmes d'impôts et taxes. Pendant l'ère Kimbuta, il y a eu trop d'impôts, trop de taxes, et je crois, pour y avoir passé un peu de temps à la gestion il est même à la base de la création de la DGRK. Je crois que comme quelqu'un qui est d'abord un innovateur, il est à mesure de venir poser un diagnostic solide pour trouver la solution aux problèmes auxquels les Kinois sont confrontés aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression, pendant le règne de Kimbuta, la ville n'était pas gérée. Et Magloire Kabemba, si jamais il est élu, il comprend ce problème. On aura une ville qui sera gérée par un homme qui a d'abord une valeur intellectuelle sûre et qui connaît la ville, qui est à mesure d'apporter des solutions efficaces par rapport aux problèmes auxquels les Merci beaucoup, Patrick Lokala. Si avoir bien géré une équipe de football peut faire de quelqu'un un bon gouverneur, Kimbuta devrait être le meilleur gouverneur. Vous savez, il a géré avec club. Il a donné tous les titres avec club. Très bien, on reviendra. Il a donné tous les titres avec club. Merci. Vous n'avez pas de Madame, monsieur, Madame, monsieur, cette émission est terminée. On reviendra très prochainement pour aborder les questions qui concernent l'élection des gouverneurs, pas seulement de Kinshasa, mais aussi du Sankuru et d'autres provinces en République démocratique du Congo. Je recevais pour vous Diana Dikoupa, responsable du journal La Colombe, Le Point Gauche. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Bon retour sur ce plateau de Web Presse. Merci également à Patrick Lokala qui se démarque, qui impressionne chaque jour par ses analyses dans cette émission Web Presse. On se retrouve demain, jeudi, pour la rediffusion. Vous pouvez nous suivre sur www.congowebtv.cd et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain donc, avec le même plaisir. Merci à Freddy Kipimo et Guy Lukoki qui étaient de l'autre côté de la baie vitrée. Bye bye.